Augustin Matata Pogno, poursuivi notamment pour détournement dans le projet Boukan Alonso, devra faire face à la justice. C'est d'après un extrait de rôle de la Cour constitutionnelle signé jeudi. Début ce vendredi à la Cour constitutionnelle des contentieux des candidatures à la députation nationale. 65 dossiers au total seront traités. C'est également ce vendredi que seront connus les résultats des examens d'État édition 2022-2023. La confirmation a été faite par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. C'est déjà le début de week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. On ouvre avec la justice, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno qui devra faire face à la justice avec ses co-accusés d'après un extrait de rôle de la Cour constitutionnelle signé hier jeudi. Il est poursuivi notamment pour détournement dans le projet Boukan Alonso et l'affaire est fixée ce lundi 21 août devant la dite Cour. L'autre affaire en justice, c'est celle de Salomon Kalonda Dela. Ce dernier a comparu hier à la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Le procès a été reporté au 18 septembre par la demande du ministère public. Des nouvelles charges ont été retenues contre le bras droit de Moïse Katumbi. Lors de cette audience qui n'a duré que quelques minutes, l'auditeur supérieur militaire a procédé à la présentation des préventions qui sont retenues à charge du prévenu Kalonda. L'infraction de détention illégale d'armes de guerre présentée comme l'élément à la base de son interpellation n'a pas été retenue comme grief. Pour la Cour, Salomon Idi Kalonda travaillait en intelligence avec les responsables des services de sécurité rwandais dans le but d'agresser militairement la RDC et y s'aimer la terreur. Le ministère public a également retenu les infractions d'atteinte à la sûreté de l'État, mais aussi d'incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline. Face à ces nouvelles charges, les avocats de Salomon Escadela ont donc sollicité le renvoi de l'affaire le temps de pénétrer les nouveaux éléments. La Cour a donc suspendu l'audience et a annoncé les débuts de la phase d'instruction pour 18 septembre prochain. Les avocats de Salomon Escadela sont une nouvelle fois revenus sur la compétence de la Cour militaire qui, d'après eux, n'est pas le juge naturel de leurs clients. Ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est que l'acte géniteur, l'acte justificatif, les prétextes, les motifs qui avaient été allégués pour interpeller Salomon Kalonda concernaient un fameux pistolet dont il aurait été détenteur. Et vous vous rendez compte qu'à l'audience d'aujourd'hui, cette affaire des pistolets, on n'en parle même plus. Et nous vous avions toujours dit dès le départ que c'était faux, c'était une fausse accusation, c'était un prétexte qu'on avait recherché en réalité pour les neutraliser et l'amener dans une procédure où il n'a que faire. Salomon Kalonda Dela est innocent. Peu avant les débuts de l'audience, les militants du parti Ensemble pour la République ont été visibles devant l'enceinte de la salle d'audience avec banderole à la main, t-shirt et autres affiches. Arrêté depuis le 30 mai dernier, à l'aéroport d'Endjili, Salomon Escadela a été détenu dans les locaux des services de renseignement militaires avant son incarcération le 10 juin à la prison militaire de Ndolo. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures appelle ce vendredi à son audience publique 65 dossiers au total. C'est après avoir réceptionné les dossiers des partis et regroupements politiques qui contestent les listes provisoires publiées par la CENI sur les candidatures à la députation nationale. C'est l'essentiel de l'extrait de rôle signé par le greffier en charge de la Cour constitutionnelle François Aounja-Issia le 17 août dernier. À la CENI, Denis Kadima s'est entretenu jeudi avec le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle. Au menu, les différentes étapes franchies du processus électoral et celles à venir. Eustache Mohanzi s'est dit satisfait au regard des efforts déployés par l'équipe Kadima face au scepticisme affiché par un certain nombre de compatriotes et autres observateurs. Écoutez. J'ai été ce jour rencontrer le président de la CENI. Nous avons eu une séance de travail autour des échéances électorales à venir. Parce que, comme vous le savez, ces élections, non seulement qu'elles sont au niveau national, mais elles sont aussi au niveau provincial et communal, et par la suite local. Et mon ministère a, entre autres missions, d'accompagner la CENI dans ces processus-là. Et j'ai été suffisamment édifié quant au processus en cours.
J'ai eu l'occasion de dire à Monsieur le Président de la CENI de le féliciter pour toutes les étapes déjà franchies. Au sortir du calendrier du 26 novembre 2022, pas mal de personnes, peut-être même moi-même, étions sceptiques quant à se demander, à penser que toutes ces étapes seraient réalisées. Aujourd'hui, à quelques mois du 20 décembre, nous sommes contents et heureux de savoir qu'on a passé plusieurs dates critiques. On a fini l'enrôlement, on a fini les dépôts de candidature à la députation nationale. Ceux de la députation provinciale et communale sont en cours. En tout cas, je suis optimiste à la suite des informations que j'ai obtenues du président de la CENI et j'ai eu l'occasion de les féliciter pour cela et de l'encourager. Comme membre du gouvernement, je suis convaincu, j'ai eu suffisamment d'éclaircissements de la part du président de la CENI et on voit les choses telles qu'elles se déroulent. Les élections auront lieu le 20 décembre, c'est l'occasion de sensibiliser tout le monde quant à cela, surtout les candidats, députés provinciaux présentement et les conseillers communaux qui sont en train de déposer leur candidature. À Goma, les agents de renseignement militaire Nord-Kivu ont traqué hier une bande de kidnappeurs et d'autokidnapping qui sème mort et désolation dans la vie de la population. Ce groupe de criminels a été présenté au commissaire provincial de la PNC Nord-Kivu, Edi Mukuna. Ils croyaient prendre, mais ce sont eux qui ont été pris dans le mal de service de sécurité opérationnelle dans la ville de Goma. Eux, ce sont des bandes de kidnappeurs faisant partie de ceux qui sèment mort et désolation dans le chef paisible des citoyens. Le premier groupe a été arrêté par la police nationale congolaise, constitué de 5 jeunes messieurs qui montent des scènes d'auto-kidnapping pour chercher de gagner de l'argent facile auprès de leurs proches. L'acteur principal de cette scène de mauvais goût est M. Michel Mouchobois qui voulait rançonner sa famille. Pour réussir son coup, il a intéressé ses acolytes pour faire la simulation. Michel Mouchobois a expliqué ces jeux qui est parvenu à tourner à leur défaveur. Je ne savais pas sur quel pied danser vu la charge qui pesait sur moi. J'ai conçu l'idée de voir comment obtenir quelque chose auprès de ma famille. C'est un hélas et aujourd'hui on est là avec un grand regret. Nous ne savons plus comment faire. Vraiment, je demande pardon. On a eu à recevoir en premier lieu un billet de $100. Maman avait déjà eu à déposer plainte au niveau du commissariat. Pour dire quoi? Pour lancer l'alerte en disant que son fils était enlevé. C'est après que j'ai vu que mon frère était déjà à l'arrestation. Je me suis dit que ce n'était pas bon de rester dans l'ombre. Deuxième groupe est celui des jeunes gens vrais kidnappeurs qui prennent en otage leur cible à Goma et dans les environs. Ces derniers ont été arrêtés par les agents de renseignement militaire, le même qui ont également maîtrisé d'autres délinquants. Une victime de leur barbarie a témoigné avoir été exportée à trois reprises par eux. Les commissaires provinciaux de la PNC Nord-Kivu, Edi Mukuna, s'est dit déterminé à traquer les criminels qui continuent de troubler la quiétude de la population. Les bandits laissent une très mauvaise image de notre ville dans l'opinion publique. La police, les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour éradiquer tant soit peu la pratique des kidnappings dans la ville de Goma. Les cas d'enlèvement et d'autres formes de crimes sont devenus fréquents dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Et au Sud Kivu, vers un dénouement dans les conflits qui opposent le parc national de Kahuzi-Biega et les peuples autochtones pygmées, conduisant à des cas de mort et violation des droits humains, le gouvernement vient de leur octroyer une plantation pour leur permettre de ne plus aller pratiquer les activités de destruction méchante dans le parc reconnu comme l'un des 5 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO où ils étaient accusés d'être à la base de la déforestation, chasse aux espèces protégées. Les peuples autochtones pygmées, considérés comme les premiers occupants du Congo, revendiquent depuis plusieurs années des espaces de terre pour leur vie, leur survie, après avoir été chassés du parc national de Kahuzi-Biega dans les années 1970. Ce problème à la base d'un conflit sanglant entre le parc et les pygmées serait en voie de trouver une solution définitive. Après plusieurs rencontres de médiation entre d'une part le gouvernement,
Les responsables du parc national de Kaouzi-Biega, les peuples autochtones pygmées et d'autres mets extérieurs, le gouvernement avec l'appui de ses partenaires, dont le GIFA, IFA, KFW, PEDEP, a octroyé une plantation d'une superficie de 3 hectares à Kachoucha. Les certificats de terre ont été remis aux responsables des pygmées. L'objectif, c'est de diminuer le conflit qui existait entre parcs et peuples autochtones, parce que les grands mobiles de leurs revendications, c'est l'accès à la terre. C'est là que nous avions pris ça à cœur et c'est dit avec des partenaires qui avaient déjà acheté des terres qu'ils pourraient sécuriser ces terres. Les peuples autochtones pygmées étaient cités dans beaucoup de choses, notamment la destruction méchante, chasse aux espèces protégées, déforestation du parc, mais aujourd'hui, ce problème semble avoir trouvé une solution. Il a été constaté un conflit permanent entre les peuples autochtones et les gestionnaires du PNKB. Et les autorités nationales et provinciales ont dit qu'on puisse trouver des terrains où le peuple autochtone peut habiter, peut exploiter et mettre fin à cette exploitation dans les parcs. La cérémonie de remise officielle des certificats de terre alliés à Kachoucha dans l'allégresse des bénéficiaires, longtemps marginalisés par d'autres communautés. Ouvrant le chapitre éducation, plus que quelques heures pour que les finalistes de l'examen d'État édition 2022-2023 découvrent enfin leurs résultats. L'annonce de la publication a été faite par le ministre de l'IPST, Tony Mwaba. Sachez que les lauréats de quelques provinces éducationnelles sont déjà connus. Il s'agit entre autres de Lomami 2, Congo Central 2, Kasaï 2 et Ituri 1. On écoute le ministre. Nous confirmons que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 aura bel et bien lieu vendredi le 18 août. Je crains entendre qu'on était en retard, mais je précise ici qu'il y a une pratique depuis un moment où les examens d'État, les résultats sont publiés un mois après la passation de l'épreuve, mais aujourd'hui, même si on n'a pas été comme d'habitude dans les mois, mais nous ne sommes pas en retard. Parce que le retard voudrait dire publier les résultats des examens d'État après la rentrée scolaire et après la rentrée académique. Mais nous ne sommes pas en retard parce que nous allons commencer la publication avant la rentrée scolaire et avant la rentrée académique pour permettre à ceux qui auront réussi de prendre facilement les inscriptions à l'université et ceux qui auront échoué de reprendre les inscriptions. C'est depuis l'année scolaire 2021-2022 que les élèves des territoires de Rutshuru, Massissi et une partie de Nyiragongo n'étudient pas suite aux affrontements entre les rebelles M23 et les forces loyalistes. Plusieurs écoliers, élèves et étudiants s'étaient dirigés dans la ville de Goma où ils se retrouvent dans des camps de déplacés dépourvus des moyens pour intégrer les écoles et universités et ceux de la ville volcanique. Selon nos sources, les représentants des enseignants ont déjà rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu afin de résoudre ce problème, mais jusqu'ici aucune réponse de l'autorité. Shangila Zafani, élu du territoire de Rutshuru, pense qu'il faut privilégier la sécurité des citoyens de la région. Je dois dire aux enseignants que le président de la République, avec notre armée et toute la population ensemble, nous devons nous souder les coudes. Et là, nous devons d'abord libérer l'espace occupé par l'armée rwandaise. Et là, c'est la sécurité d'abord qui doit précéder le développement. Quand nous allons finir le développement, la sécurisation, et là, le développement va suivre. Et là, l'éducation aura sa place. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en train de vivre les conséquences de cette rébellion. Et là, nous devons fournir beaucoup d'efforts. Le gouvernement doit fournir beaucoup d'efforts. Avec le président de la République, nous savons que la paix va revenir le plus vite possible et les études vont reprendre ainsi l'espace occupé illégalement par les rebelles, par les agresseurs rwandais. Ils n'ont pu plus se maintenir sur le bas de l'école, tout simplement parce que leurs parents déstabilisés, même eux-mêmes déstabilisés, et là, c'est une conséquence de cette guerre imposée par Paul Kagame. Quand vous me posez la question de savoir, est-ce que les élèves vont étudier, j'ai dit bien, les activités de la République,
les activités du développement, et là je parle de l'éducation, sont arrêtées par la rébellion, par l'agression, par la guerre imposée par Paul Kagame. Et là, je vais dire que c'est lui l'épine du sous-développement dans la région. Donc la conséquence est là et nous devons savoir que le gouvernement est en train de passer à la libération de cette zone pour que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. De son côté, la fondation Liliane Iranga a procédé à la remise des kits scolaires aux élèves de quelques dizaines d'écoles de Kinshasa dans le cadre de sa bourse Kelasi qui est mise en place. Objectif, accompagner et encourager la scolarité de la jeune fille en RDC. S'inscrivant dans le cadre de la promotion de l'accès de la jeune fille à l'école et à l'éducation de qualité, Liliane Iranga, présidente nationale de la fondation qui porte son nom, a trouvé favorable de porter sa pierre à l'édifice. L'on peut voir en image des centaines d'élèves, essentiellement de filles, venues de différentes écoles de Kinshasa, réunies au chapiteau du centre culturel Boboto. Ces dernières ont bénéficié de plus de 500 kits scolaires avec un paiement cash des frais scolaires de plusieurs dizaines d'entre elles dans le cadre de la bourse Kelasi que la fondation Liliane Iranga a mise en place. Nous n'allons pas seulement nous arrêter là à payer les frais. Effectivement, nous avons payé les frais, mais là maintenant nous allons commencer à suivre ça. Donc nous allons passer chaque fois dans les écoles pour voir dans quelles conditions les filles sont en train d'étudier, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent pendant le cours, est-ce qu'elles font leurs devoirs, et à la maison nous allons aussi aller suivre aussi pour savoir quelles sont les difficultés qu'elles ont à la maison, qu'est-ce qui les empêche de pouvoir faire leurs devoirs, qu'est-ce qui les empêche de pouvoir réviser à l'école. Présente à la cérémonie, les membres de l'équipe d'accompagnement de Robank n'ont pas manqué à encourager la fondation Liliane Iranga. Ce programme qui est en faveur des jeunes filles de la ville de Kinshasa, de différentes communes, et je pense que ce programme sera étendu sur toute la République. Tout est bien qui finit bien, dit-on. L'éducation étant le pilier d'un développement, la fondation Liliane Iranga en a montré l'exemple. À Kinshasa, un nombre important d'enfants s'adonnent au quotidien à des travaux réservés aux adultes. Pour la plupart, c'est pour subvenir aux besoins de leur famille. À quelques jours de la rentrée scolaire, ils sont encore visibles sur les grandes artères de la ville, tentant de vendre tout ce que leurs braves bras peuvent transporter. Une équipe de reportage de Télé50 les a rencontrés cette semaine. Pratique condamnée partout au monde, le travail de l'enfant ne devrait pas avoir lieu. Mais malgré le ton haussé par plusieurs organisations, tant nationales qu'internationales, et la législation protectrice de l'enfant, loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009, portant protection de l'enfant section 2, la lutte contre le travail des enfants n'obtient pas encore les résultats escomptés à Kinshasa. À en croire les enfants eux-mêmes, généralement en tranche d'âge allant des 10 à 15 ans, ils se donnent aux travaux à cause des situations économiques précaires que vivent leurs familles respectives. Certains sont cireurs et d'autres vendeurs ambulants. Les points de convergence est qu'ils sont tous exposés aux innombrables dangers et en péril de leur éducation. Je m'appelle Ephraim, je suis cireur des chaussures. Papa est mort et notre maman nous a abandonnés et il n'y a personne pour nous prendre en charge. Voilà pourquoi j'ai fait ce boulot. Tout compte fait, il reste déplorable de voir de nombreux enfants en âge scolaire dans les rues se mettant en danger pour un devoir qui n'est pas le leur. Je m'appelle Titi, j'ai 11 ans. Ma mère m'envoie vendre des lots pour des raisons financières. Il m'arrive d'atteindre entre 4 000 et 5 000 francs en une journée ensoleillée. Un jour après la vente, je me repose parce que j'ai des courbatures. Je commence la vente à 8 heures pour finir environ 17 heures. Et l'État congolais, qui prône la gratuité de l'enseignement de base, a de quoi prendre la situation à bras-le-corps pour en finir complètement avec ce fléau. L'autre catégorie des personnes que vous apercevez sûrement dans les rues de Kinshasa à côté des enfants, ce sont les personnes non-voyantes ou autres personnes vivant avec handicap. Sur le boulevard Triomphal, par exemple, elles mettent davantage leur vie en danger, mendiant en plein milieu de la route. Un phénomène de plus en plus en expansion dans la capitale face à des autorités jusque-là impuissantes. Ils sont plus d'une centaine de personnes en situation d'handicap qui fréquentent tôt des grandes artères de Kinshasa. À chaque fois que le feu de signalisation est rouge ou il y a un bouchon, ils se précipitent sous les macadams pour commander
de l'argent aux passagers. La plupart d'entre eux sont accompagnés des enfants qui leur servent des guides. C'est le cas ici, sous le croisement des avenues Huilery et du boulevard Triomphal, comme vous le constatez sur ces images. Ces lieux est devenu au quotidien un champ de négoce pour ces responsables qui viennent à la recherche d'un gagne-pain pour la survie de leur famille. Nous sommes ici à cause des difficultés que nous rencontrons. On ne peut pas rester à la maison parce que la vie est chère. Il faut payer à manger, à boire, voire les loyers. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour demander de l'aide aux personnes de bonne foi. En dépit de la rentabilité, cette situation les met à l'abri de plusieurs dangers. En dépit de ce qu'ils gagnent, cette situation l'expose aux plusieurs dangers. Nous encourons beaucoup de conséquences. Deux mamans ont connu l'accident il y a quelques jours et l'un de nos frères a été tamponné dont le corps est à la morgue à cause de demander l'argent. Ça nous rend triste. Nous demandons au gouvernement de nous aider avec une prime d'handicap. Pour les défenseurs des droits de l'homme, les autorités compétentes devront tout faire pour mettre fin à cette situation qui devient de plus en plus normale dans la société congolaise. Plusieurs jours après l'explosion du camion-citerne à Rigini, quartier de la commune de Lemba, l'épave n'a toujours pas été évacuée. Actuellement, il se dégage une odeur infecte susceptible de causer des soucis de santé à la population. Le soir de l'incendie, 5 personnes avaient perdu la vie et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Une semaine après l'incendie qui s'est déclaré au quartier Rigini dans la commune de Lemba, le citerne y demeure encore. Sur la route bypass, à quelques mètres des ronds-points Gaba, ils sont une odeur nauséabonde qui incite les vendeurs à quitter les lieux. La situation contraint le passant à être muni de cache-nez, ainsi pour se protéger contre certaines maladies que cette odeur pourrait causer. Par ailleurs, ces habitants soupçonnent qu'il y aurait des décombres dans les caniveaux où les véhicules avaient fini sa course. Après le passage du ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, ces environnants déplorent l'inaction des autorités du pays. Pour rappel, l'incendie qui s'est déclaré le 8 août dernier a coûté la vie de 5 personnes, un bilan établi par le vice-gouverneur de Kinshasa, Gérard Moulumba. Le nouveau commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, Olomami, a été reçu jeudi en audience par la gouverneure de province. Question pour lui de présenter ses civilités et demander l'accompagnement du gouvernement provincial dans sa mission régalienne. Un jour après son arrivée à Kamina, le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, Francis Lukesu, a été reçu par la gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Yumbakal Ngamushimbi, conduit par son collègue commissaire divisionnaire adjoint sortant, Mba Enox François. Accompagné des autres officiers, le nouveau commissaire divisionnaire adjoint en a profité pour présenter ses civilités à la gouverneure de province. À l'issue de cette audience, le nouveau chef de la police nationale congolaise Olomami démit sa langue. Je vais être reçu par son Excellence, Madame la Gouverneure de la province de l'Olomami. Je suis affecté ici. J'ai été désigné ici comme commissaire provincial de la police nationale congolaise. Donc je ne saurais pas arriver ici sans voir l'autorité politique qui est mon chef direct, il faut dire. Donc je dois travailler avec lui et je dois le voir. Aujourd'hui c'était pour les civilités, pour le rendre de civilité. Je suis arrivé hier, aujourd'hui c'est une obligation, je devais le rendre de civilité. C'est ainsi que je suis arrivé ici. La remise prise au bureau est prévue pour demain le 18. Mais officiellement, j'attends le programme que Madame la Gouverneure va me remettre. Ce qui me remet le programme, nous sommes entendus là-bas, il va me remettre le programme pour m'insérer officiellement, j'ai dit. Parce que c'est lui l'autorité, la première autorité de la province. Nommé par ordonnance présidentielle, les commissaires divisionnaires adjoints entrants, Francis Lukesu, a pris congé de l'autorité provinciale avec la promesse de l'accompagnement du gouvernement provincial afin que la PNC Olomami accomplisse sa mission régalienne qui est la protection de la population et ses biens.
On va parler de l'actualité sur le continent qui nous mène à la situation au Niger. La réunion de la CEDEAO s'achève ce vendredi à Accra, au Ghana, où la question d'une intervention militaire est une éventualité pour cette dernière. Plusieurs organisations et pays membres se sont retirés de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit notamment du Cap-Vert et de l'Union africaine qui ont contesté cette procédure militaire. 15 pays membres de la CEDEAO sont attendus à ce deuxième et dernier jour de la réunion des États membres de l'Afrique de l'Ouest, le Cap-Vert y compris, bien qu'ils se seraient opposés officiellement à une intervention militaire qui est une opération armée qui aggraverait la situation et transformerait la région en un espace explosif, a déclaré le président capverdien José Maria Neves. C'est au tour de l'Union africaine de se désolidariser de la CEDEAO et rejeter tout lancement offensif militaire contre le Niger. Moscou, par la voix du ministère russe des Affaires étrangères, s'est prononcé contre une intervention militaire au Niger. Pour la Russie, elle conduirait à une forte déstabilisation de la région et manifeste ainsi sa désapprobation à une procédure armée. Auparavant, le Mali, l'Algérie et le Burkina Faso avaient dès le départ manifesté leur soutien aux nouvelles autorités nigériennes et en promettant un appui indéfectible. Place au rappel des titres. Augustin Matata Ponyo, poursuivi notamment pour détournement dans le projet Bukanga Lonzo, devra faire face à la justice. C'est d'après un extrait de rôle de la Cour constitutionnelle signé jeudi. Début ce vendredi à la Cour constitutionnelle des contentieux de candidature à la députation nationale. 65 dossiers au total seront traités. C'est également ce vendredi que seront connus les résultats de l'examen d'État édition 2022-2023, confirmation faite par le ministre de l'EPST, Tony Mwamba. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse. Et c'est avec Grace Salambou qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour Grace et bienvenue. Bonjour Gloria. Les procès Matata Ponyo et Kalonda font la une des journaux parus ce vendredi à Kinshasa. Tout à fait Gloria, et le journal L'Avenir qui ouvre les balles donne les raisons de la reprise du procès Matata. Ce journal note que selon le professeur Blaise Ekawaluenga, la Cour constitutionnelle pourrait reprendre les poursuites contre Matata Ponyo devant elle au fond, non seulement puisque le droit d'action publique n'avait pas été épuisé par son arrêt d'incompétence, mais aussi puisque subsidiairement la Cour n'est pas tenue par l'autorité de la chose jugée de ses propres arrêts, étant précisé que les revirements de jurisprudence sont par essence rétroactifs. L'Avenir poursuit qu'au-delà de ces arguments, la reprise des poursuites devant la Cour constitutionnelle répond aussi à deux autres exigences consacrées par notre Constitution. Il s'agit de la lutte contre l'impunité et l'égalité des citoyens devant la loi. Et CoNews renchérit qu'après l'épilogue Bukanga Lonzo ayant défrayé la chronique, la Cour constitutionnelle revient à la charge avec l'affaire Marché international de Kinshasa, dans laquelle sont impliqués l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo, et le Sud-Africain Christo Gobert, directeur gérant d'Africom, entreprise gestionnaire du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Et selon ce portail, une audience en matière répressive est fixée le lundi 21 août courant à la Cour constitutionnelle. D'une affaire à une autre, Africa News parle d'un premier rebondissement dans l'affaire Escadella, du fait que la principale accusation contre ce dernier, pourtant évoquée dans le compte rendu de l'ex-DEMIAP, a mystérieusement disparu de l'acte lu jeudi à l'ouverture du procès. Pour ce journal, la défense voit désormais un boulevard vers le classement du dossier. Abordant le même sujet, le site 7/7 martèle qu'au terme de cette audience, la défense s'est étonnée du fait que l'accusation principale de détention illégale d'une arme à feu qui a conduit à l'arrestation de ces cadres du parti Ensemble pour la République n'ait pas été retenue. Pour la défense, ceci démontre avec quelle légèreté les poursuites dès le départ ont été entamées contre Salomon Kalonda, et en plus sur des faits juridiquement qui juridiquement ne tenaient pas.
Poursuivons la revue de presse avec le journal Congo Nouveau qui s'interroge à sa une. Félix Tshisekedi va-t-il réviser la Constitution avant décembre? Oui, Gloria, le rédacteur de cet article du journal Congo Nouveau, note que la population congolaise qui attend l'organisation des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, ainsi que locales, vit entre les doutes et l'espoir. Du coup, l'incertitude prend de l'épaisseur par rapport à la volonté de la Commission électorale nationale indépendante de tenir sa promesse. Plus la date du 20 décembre 2023 approche, plus certains Congolais se demandent s'ils voteront des nouvelles autorités à la date prévue. En effet, Gloria, au-delà de la détermination des autorités de la centrale électorale de tenir la promesse, il y a des pesanteurs politico-sécuritaires qui peuvent tout changer, provient Congo Nouveau, et il se trame, toujours selon ce journal, d'autres stratégies dans des officines politiques. Parmi celles-ci, il y a la possibilité de la tenue des pourparlers entre le pouvoir et les acteurs politiques de l'opposition. Alors que les tenants du pouvoir à Kinshasa tiennent à la tenue coûte que coûte des élections dans le délai, des sources renseignent qu'une révision de la loi fondamentale peut intervenir avec la tenue des scrutins, laquelle révision devrait changer la durée de la mandature et l'architecture politique en République démocratique du Congo. Congo Nouveau conclut donc que, une chose est sûre, les lignes devraient bouger sur la scène politique avant la tenue des élections en RDC. Et ce sera tout pour votre revue de presse. Merci grâce à un mot pour ce tour d'horizon. C'était un plaisir. Merci également à vous pour votre attention soutenue. Belle fin de semaine à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. Dieu bénisse la RDC. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.